Merci beaucoup. À cette table, il y a, par une sorte de hasard, une série d'anciens secrétaires ou de secrétaires actuels du groupe d'études sartriennes, puisque Jean-François Louette a longtemps assumé ce rôle. Actuellement, Benoît Denis l'assume, et puis je l'assume entre les deux, comme une sorte de transition. Voilà, la matinée donc va proposer trois interventions. On va commencer par celle de Jean-François Louette, intitulée « L'être et le néant, une autobiographie masquée ». Jean-François Louette est un spécialiste de Sartre très reconnu. Il a aussi dirigé tout à fait récemment le volume consacré aux récits et romans de bataille dans la Pléiade, chez Gallimard. Il est professeur de littérature française du XXe siècle à Paris 4, et vous le savez sans doute, on lui doit 3 livres sur Sartre, un portrait de Sartre, intitulé Jean-Paul Sartre, chez Hachette, un livre paru à Grenoble intitulé Sartre contre Nietzsche, et puis une série d'articles rassemblés au PUM à Toulouse sous le titre Silence de Sartre. Voilà, je lui passe immédiatement la parole donc pour L'être et le néant, une autobiographie masquée. Jean-François, c'est à toi pour une quarantaine de minutes. Merci. Merci. Donc voilà un titre qui évoque fâcheusement Zorro, l'influence de l'actualité cinématographique, avec Sartre dans le rôle d'Antonio Banderas et Simone de Beauvoir dans celui de Catherine Zeta-Jones. Évidemment, le héros de Michel Zévaco, c'est-à-dire le chevalier de Pardaillan, aurait été plus à sa place ici. Voilà un titre qui, en un sens, est absurde. Ce traité philosophique n'est pas un récit rétrospectif que Sartre fait de sa propre existence. On peut même tout de suite voir, en comparant le traitement d'un thème identique dans les carnets de la drôle de guerre qui date de 39-40, type de texte de type autobiographique, et dans L'être et le néant, comment donc Sartre, lorsqu'il passe au régime d'expression philosophique, supprime des souvenirs personnels. Par exemple, le carnet 5, en décembre 1939, propose une analyse de la viscosité et du trou. Analyse qui illustre 2 souvenirs. Alors j'ai le plaisir de citer un des souvenirs d'enfance de Sartre, qui est un de ses plus vieux souvenirs. Ma grand-mère, bras au ciel, parce qu'elle me surprend dans une chambre d'hôtel à Seelisberg, en train de donner un lavement à une petite Suissesse de mon âge. Et alors l'autre souvenir est celui de Simone de Beauvoir, une lecture d'enfance, un gros garçon coincé entre les parois d'une galerie souterraine et qui est dévoré par un boa. Alors malheureusement, ces 2 souvenirs qui sont dans les carnets de la drôle de guerre ne sont pas dans le passage de L'être et le néant qui développe considérablement cette analyse sur le visqueux et le trou. On peut regretter cette absence, mais la conclusion à en tirer est claire. Le discours philosophique semble se construire sur l'élision du discours autobiographique, en masquant radicalement l'autobiographie par effacement. Voilà qui laisse mal augurer de mon entreprise. Et mon titre est enfin d'autant plus problématique qu'il s'inscrit en faux contre une déclaration de Sartre en 1970, période où il est très proche des maoïstes et très porté sur l'autocritique. Voici cette déclaration qu'on peut lire dans Situation 9. L'être et le néant retrace une expérience intérieure. Curieux retour d'ailleurs du titre du livre de bataille, publié en janvier 1943, peu avant L'être et le néant. Donc une expérience intérieure sans aucun rapport avec l'expérience extérieure, devenue à un certain moment historiquement catastrophique de l'intellectuel petit bourgeois que j'étais. L'être et le néant formerait donc une aventure de pensée coupée de la vie historique du penseur. Et bien sûr, ce traité de philosophie n'est pas un livre qui tire ouvertement, par exemple, les leçons du désastre de 1940. Mais on va voir qu'il le pense aussi à sa manière et que, quoi qu'en dise Sartre, L'être et le néant n'est pas radicalement coupé de la vie extérieure de son auteur. Il enregistre et élabore philosophiquement une double expérience intérieure et extérieure. Alors qu'est-ce qui m'autorise, comme disait Gide, vu les difficultés que je viens de recenser, qu'est-ce qui m'autorise à me lancer dans cette périlleuse entreprise d'un rapprochement qui n'est certes pas confusion, du moins je l'espère, entre le philosophique et l'autobiographique. D'abord, pour ce qui est de la métaphore du masque, je voudrais rappeler qu'elle fut employée par 2 des philosophes qui furent les plus importants pour Sartre. Bien sûr, on se souvient de la devise de Descartes, Arvatus prodeo, je m'avance masqué. Descartes qui est l'objet d'une identification héroïque de la part de Sartre.
On se souvient d'autre part d'un aphorisme de par-delà le bien et le mal. Le solitaire ne croit pas qu'aucun philosophe ait jamais exprimé dans ses livres ses véritables et ultimes opinions. N'écrit-on pas précisément des livres pour dissimuler ce qu'on cache en soi? Toute philosophie dissimule aussi une philosophie. Toute opinion est aussi une cachette. Toute parole aussi un masque. Donc cette métaphore fait sens dans l'héritage que Sartre recueille de Descartes et de Nietzsche, c'est clair. Et puis pour ce qui est du lien entre philosophie et autobiographie, il y a une caution évidente qu'on peut tirer de Paul Valéry, que Sartre a beaucoup lu aussi. C'est une phrase célèbre qu'on lit dans Poésie et pensée abstraite en 1939. Il n'est pas de théorie qui ne soit un fragment soigneusement préparé de quelque autobiographie. Un fragment soigneusement préparé de quelque autobiographie. Et donc je voudrais montrer que dans l'être et néant, il n'y a non pas une autobiographie en bonne et due forme, mais des éclats, au sens où un phare jette des éclats, c'est-à-dire non sans éclipse, des éclats autobiographiques. Et Sartre lui-même nous aide à nous lancer dans cette entreprise, pour autant que dans le carnet 12, carnet d'un drôle de guerre, donc, au terme d'une longue analyse sur l'amour et l'inauthenticité, il écrit ceci: « Ça n'en a pas l'air, mais je me suis peint en pied dans cette description métaphysique. » Ça n'en a pas l'air, mais je me suis peint en pied dans cette description métaphysique. Donc une description métaphysique peut tout simplement cacher une forme d'autoportrait de l'auteur. Pour en terminer avec cette introduction, je voudrais dire que 3 approches critiques m'ont inspiré. La première est grosso modo psychanalytique, une psychanalyse un peu singulière. C'était celle que pratiquait François Georges dans ses études sur Sartre parues en 1976, il y a donc une trentaine d'années, où François Georges se demandait si la philosophie ne progresserait pas en posant au lieu de la traditionnelle question « qu'est-ce que ?», la question « qui ?». Par exemple, qui est le néant? Chez Sartre, qui est le néant? Non pas qu'est-ce que le néant, mais qui est le néant? Le néant chez Sartre, soutenait François Georges, n'est pas celui de la logique de Hegel. Le néant, écrivait-il, est personnel. Je reviendrai rapidement sur les conséquences de cette proposition frappante. Une deuxième approche est une approche linguistique. C'est celle de mon voisin, Gilles Philippe, dans un très intéressant article du Français moderne, publié en 2005. Gilles, j'espère que j'ai bien compris ce qu'il explique, c'est un peu embarrassant qu'il soit là, s'il voulait bien sortir durant quelques minutes. Donc, Gilles Philippe a montré que le texte philosophique de l'être et le néant s'ouvre, ici et là, à des séquences fictionnelles, dans lesquelles s'opère un décrochage par rapport au strict plan du dire vrai, au strict plan de la véridicité. Et Gilles distingue 3 constituants de ce qu'il appelle un appareil formel de la fiction dans les textes d'idées. Je le rappelle rapidement, hein. Voici plus un syntagme nominal, je sais pas, voici un garçon de café, tour qui vaut comme une espèce d'impératif qui serait imaginons. Deuxième élément, un décloisonnement pour le jeu, le pronom personnel je, entre la valeur générique et la valeur spécifique. C'est bien que, par exemple, certains jeux dans l'être et le néant ont un référent qui est à mi-chemin entre une véritable actualisation, c'est-à-dire le renvoi à un jeu singulier, déterminable, et puis une valeur générique, un jeu prototypique, si vous voulez. Et enfin, un présent qui n'inscrit pas le procès sur une ligne chronologique, mais qui fait tableau, et qui constitue une scène en support de raisonnement. Alors, cette analyse linguistique est un point de départ extrêmement intéressant. Je voudrais simplement introduire deux légères nuances. La première consiste à se demander si c'est un appareil fictif ou un appareil théâtralisant, puisque, somme toute, Sartre a souvent dit que la philosophie, que sa philosophie est dramatique parce qu'elle s'occupe de l'homme à la fois comme agent et comme acteur, et c'est une opinion que défendait aussi Jean Toussaint de Santi dans un article consacré à Sartre et Husserl, où il indiquait que finalement Sartre voit tout en homme de théâtre et que le vécu est pour lui toujours théâtralisé.
Première nuance ou question. Puis deuxième nuance ou question qui oriente vers ma propre approche. Ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est que dans certains des passages même où semble à l'œuvre cet appareil formel de la fiction, cette saisie d'un vécu théâtralisé, se glisse un peu d'autobiographie. Alors même qu'on est face à un appareil formel de la fiction, et je ne conteste pas ce point, et bien quand même, il y a une lecture autobiographique évidente de ce passage-là en question. Le texte de L'être et le néant laisse affleurer ainsi des autobiographèmes sous forme de petites scènes, de portraits, ou même d'énoncés qui, à première vue, n'ont que le statut d'exemples fictifs forgés. Affleurement qui est aussi, en un sens, une nécessité théorique si la phénoménologie veut véritablement avoir affaire au vécu au sens où Sartre en a fait l'expérience et au sens où il veut le définir. Et donc, pour inspirateur, je prendrai ici, plutôt que François Georges, un critique littéraire qui n'est nul autre que Serge Doubrowski, et un article intitulé « Sartre retouche à un autoportrait », où il montre le rapport étroit qui existe entre L'être et le néant et les carnets de la drôle de guerre, c'est-à-dire comment le discours philosophique est une transposition d'une confession. Par exemple, les pages sur le sadisme dans L'être et le néant correspondent très étroitement à ce que Sartre disait un jour, l'air penaud et, si j'ose dire, la queue basse, de sa pente à la canaillerie sadique ou de son côté bouc obscène dans les carnets de la drôle de guerre ou dans les lettres au castor. Donc il faut lire L'être et le néant, me semble-t-il, à l'intérieur d'un triangle qui l'unit aux lettres, d'une part, et au carnet de la drôle de guerre, d'autre part. Alors, bon, excusez-moi pour cette introduction un peu longue. Du coup, ma première partie, je vais, dans un geste désespéré, la sacrifier. J'en donne simplement le titre et le contenu. Cette première partie, ce serait intitulée « Psychanalyse d'une pensée ». Et je serais reparti de la lecture que donne François Georges, par exemple, de la généalogie du concept de pour-soi comme néant, que François Georges rapporte aux figures du Père dans les mots. Le Père absent, qui ne fut même pas une ombre, même pas un regard, d'après les mots. Le pour-soi porte le vide en lui, exactement comme Sartre porte son Père mort en lui-même, à savoir comme une absence. Le néant du Père et le néant de Père auraient conduit le Fils à définir la conscience comme néant. La formule traditionnelle de l'héritage, c'est « mon Père m'a laissé du bien ». La formule de l'héritage sartrien, c'est « mon Père m'a laissé le rien ». Mon Père m'a laissé le rien. Ainsi que l'indique par exemple l'épisode de la grand-mère de Sartre, la mère de son père mort, donc à Thiviers. « Je ne sentis rien. Rien non plus quand nous suivîmes le corbillard jusqu'au cimetière. La mort brillait par son absence. » On pourrait dire aussi, le mort brillait par son absence, le mort, mon père, brillait par son absence, et le pour-soi brille par son absence. Il est défini comme une non-coïncidence, un creux. Bon. Alors, l'intérêt de ce type d'approche, c'est quand même d'être suffisamment souple pour renverser immédiatement la perspective et dire que, de même qu'on peut déduire le pour-soi et la nature du pour-soi de l'existence absente du Père, de même on peut déduire la nature de l'en-soi du fait que le Père, parfois, est une figure de l'être dans le texte sartrien, de l'être plein, de l'être absolu. Le Père est toujours plus ou moins Dieu le Père. C'est ce que montre par exemple les séquestrés d'Altona. Le héros, Franz, se plaint de n'être que l'hypostase, l'image dégradée de son propre Père. Donc on peut proposer une généalogie du concept d'en-soi qui renvoie aussi au Père. Alors, tout cela, on pourrait l'appuyer sur les textes de certains psychanalystes, comme Nicolas Abraham et Maria Torok, sur la notion de crypte psychique. Crypte psychique habitée par la présence fantôme, la présence-absence d'un membre fantôme de la famille, qui est conservé là comme une espèce de mort-vivant auquel le sujet laisse place. Bon, cette méthode est tout à fait possible et donne des résultats intéressants. Ce qui est un peu embarrassant, c'est que éclairer l'être et le néant par les mots, c'est quelque chose de tout à fait circulaire, puisqu'on se doute bien que les mots est écrit en fonction de l'ontologie de l'être et le néant, et que cette
être écrit en fonction d'eux est d'autant plus vif que le livre des mots veut totaliser l'œuvre antérieure. Donc la figure du Père dans les mots ne peut qu'être pensée à travers les catégories de cette ontologie. Cercle un petit peu vicieux, qu'on peut caresser bien sûr, comme tous les cercles vicieux, mais qui est en même temps une forme d'enfermement. La question qui n'est pas tranchée, c'est de savoir si on propose vraiment une généalogie des concepts clés de l'ontologie sartrienne, ou si on propose simplement de simples effets de miroir entre le conceptuel d'un côté et le singulier de l'autre. Bon, alors je passe sur ce point. Je voudrais repartir d'un autre terrain, non plus la psychanalyse, mais la linguistique, et ce serait donc mon deuxième point que j'intitulerais, non plus psychanalyse de la pensée, mais scène fictionnelle ou scène autobiographique. Donc, mon voisin, aujourd'hui, a distingué avec beaucoup de précision dans L'être et néant deux scènes énonciatives. La première qui est embrayée, c'est-à-dire où le je, parfois un nous, renvoie au sujet de l'énonciation. Nous pouvons à présent donner quelques précisions sur le phénomène d'être. Ce nous et le nous qui écrit régit de l'argumentation. Et la seconde scène est une scène où le je agit comme un embrayeur virtuel. Le je est à mi-chemin du particulier et de l'universel, et Sartre joue des deux valeurs que peut prendre un exemple, soit quelque chose de particularisant, soit quelque chose de paradigmatique, par toute une série de gradations. Je vais donc repartir de la première scène énonciative, ce qui est embrayé, et indiquer comment, à force de multiplier des détails récurrents, Sartre lui donne une couleur autobiographique prononcée. L'auteur et le moment qu'il vit ne cessent d'affleurer dans l'être et le néant. Quant à la seconde scène, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais montrer comment c'est précisément parfois, alors que Sartre est en train de passer à l'imaginaire, qu'il voile de l'autobiographique derrière du fictif dans la philosophie. Alors, le premier point, donc, à l'intérieur de cette deuxième partie, porte sur le jeu et ses entours. Le lieu de l'écriture dans l'être et le néant est défini avec beaucoup de précision. Je cite par exemple la page 239. Le ceci, cela, c'est ma chambre tout entière en tant que j'y suis présent. Alors bien sûr, la chambre est un topos, comme lieu, un topos c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, comme lieu d'écriture de la philosophie, mais dans l'être et le néant, quand même, on insiste beaucoup sur la table, la lampe, l'encrier, la plume, le buvard, les cigarettes, le paquet de tabac, la pipe. Bon. L'autre lieu d'écriture, c'est le café, ce qui est un peu moins habituel. Le café était jusqu'à Sartre un lieu plus littéraire, on pense à Verlaine, à Huysmans, que philosophique, avec l'exception notable quand même du neveu de Rameau. Mais le café est constamment mentionné dans l'être et le néant, comme le lieu dont l'ami Pierre est absent, comme le lieu du premier rendez-vous, où telle jeune femme abandonne sa main. C'est là que le célèbre garçon y déploie sa comédie. On y voit même cette bille rouge qui roule sur le billard, comme dans la philosophie de Hume. Le jeu se représente à la terrasse d'un café, assistant à un incident quelconque des rues. Je cite, une collision légère, par exemple, entre un triporteur et un taxi, ce qui est probablement un souvenir du roman de Queneau, Le chien dent, où on voit un personnage en face de la gare du Nord qui en effet assiste à ce genre de collision. Lorsque Sartre écrit par exemple « J'use en ce café de cette soucoupe et de ce verre », il est difficile de ne pas entendre une espèce de précision autobiographique. Encore plus nettement lorsque ce jeu parle de son passé. Par exemple, page 163, « Je ne suis pas diplomate et marin, je suis professeur ». Et de fait, à l'époque, en 1943, il est professeur, habitué à parler à une classe, à un auditoire, avec ce qu'il appelle « ma réalité empirique de professeur ». Lorsque Sartre mentionne ce que nous avons décrit ailleurs sous le nom de nausée, on voit une espèce de signature d'évidence. Nausée fonctionne à la fois comme un concept et comme un titre, le titre du roman de 1938. Le moment de la guerre apparaît avec beaucoup de netteté. Je puis mourir centenaire ou à 37 ans demain. Effectivement, cela veut dire, s'il est né en 1905, comme tout nous l'indique, que 5 plus 37 égale 42. Donc c'est une manière de dater le moment même de l'écriture à l'intérieur du texte philosophique.
Peu d'ouvrages de philosophie datent ainsi précisément leur lieu et leur moment d'émergence. Mais le texte de L'être et le néant est tout entier marqué par la guerre, par le contexte de la guerre. Analyse de la destruction, la ferme à laquelle j'ai mis le feu, la bombe qui détruit ma maison, analyse de la lâcheté, analyse du sadisme et de la haine, analyse de ce qu'engage le coup de main d'un corps franc contre une ferme occupée par les ennemis, une espèce d'acte de résistance, analyse du rapport entre la foule et le chef, allusions très multiples à l'être en guerre, la préparation d'artillerie, la mobilisation, le prisonnier qui cherche à s'évader, le soldat au garde à vous, le fait que j'existe présentement comme un objet pour un Allemand, la marche cadencée des soldats, le retour des prisonniers de guerre, la difficulté de trouver des pneus de bicyclette. Tous ces détails-là sont dans L'être et le néant. L'être en guerre implique une espèce d'héroïsation des descriptions philosophiques. Sartre produit à son tour une forme de philosophie pathétique, celle dont Heidegger lui avait donné l'exemple. Bien sûr, il y a le fameux « je suis condamné à être libre, nous ne sommes pas libres de cesser d'être libres », une phrase quand même qui prend un tour particulier si on songe qu'elle est écrite en 42 et publiée en 43. Nous ne sommes pas libres de cesser d'être libres. Héroïsation, parce que la structure permanente de mon être pour autrui, dit Sartre, c'est le danger. Héroïsation, parce que l'homme est défini comme une responsabilité universelle. Condamné à être libre, il porte le poids du monde tout entier sur ses épaules. Et Sartre dit, aussi cette guerre est-elle ma guerre? Je ne peux pas m'en laver les mains, je ne peux pas ne pas la revendiquer. Héroïsation parce qu'un schème de pensée constant dans L'être et le néant est celui du sacrifice. Tout se passe comme s'il y avait une passion du pour soi qui se perdait lui-même pour que l'affirmation monde arrive à l'en soi. Le pour soi, je cite, uni avec son propre sang par un total sacrifice extatique de soi, unit donc les êtres de l'en soi par un total sacrifice extatique de soi qui se nomme la présence. Il n'est pas jusqu'à fumer la pipe qui n'apparaisse comme un petit sacrifice du monde à des fins d'appropriation symbolique. Qu'est-ce que boucher un trou? Sartre, dramatiquement, héroïquement, c'est faire originellement le sacrifice de mon corps pour que la plénitude d'être existe. Ou bien, qu'est-ce que Dieu? Le résultat du sacrifice de l'homme. L'homme se perd en tant qu'homme pour que Dieu naisse, mais l'idée de Dieu est contradictoire et nous nous perdons en vain. L'homme est une passion inutile. Donc le schème du sacrifice est constant. De même, la définition du pour soi comme hésitation entre la fuite et l'engagement. Je n'existe que comme engagé et je ne prends conscience d'être que comme tel. La théorie de l'engagement, on dit très souvent qu'elle est produite par Sartre dans Qu'est-ce que la littérature? Non, philosophiquement, elle est produite dans L'être et le néant. La conscience, à quelques moments qu'elle se saisisse, s'appréhende comme engagée. Il y a un « je pense donc je suis engagé » chez Sartre qui est lié, me semble-t-il, à l'époque. Sartre va même jusqu'à dire que le pour soi est diasporique. On peut dire que le pour soi est très clairement dans L'être et le néant, non pas du côté de Vichy, mais du côté des Juifs. Toute l'analyse de ce que le texte appelle la place de naissance, la place de résidence, ce que Pétain a eu appelé ma patrie, qui pour Sartre n'est qu'un point de départ, qu'on peut dépasser. Toute cette analyse est une manière de rompre avec le culte barésien et pétainiste de la terre et des morts. Et ce qui est choisi en revanche comme référence pour définir le pour soi, c'est le mot de diasporique. On désignait dans le monde antique la cohésion profonde et la dispersion du peuple juif du nom de diaspora. C'est le mot qui nous servira pour désigner le mode d'être du pour soi. Il est diasporique. Je voudrais terminer rapidement cette partie en rappelant aussi qu'il y a dans L'être et le néant une analyse de ce qu'est une interdiction et une défense, et que Sartre s'amuse à forger cet exemple. Restaurant juif, défense aux Ariens d'entrée. Restaurant juif, défense aux Ariens d'entrée, ce qui est en 43, bon, je doute que le censeur, n'est-ce pas, de L'être et le néant ait lu L'être et le néant dans sa totalité. Bon, donc,
un lieu et un moment d'écriture sont définis avec une précision forte, me semble-t-il. Voilà pour la première scène, la scène embrayée. Qu'en est-il de la deuxième scène, la scène dite fictionnelle? Je vais prendre un exemple là. Dans le chapitre 1er de la 4e partie de L'être et le néant, chapitre qui porte sur la liberté, Sartre analyse un exemple. Je suis parti en excursion avec des camarades. Au bout de plusieurs heures de marche, ma fatigue croît et finit par devenir très pénible. Je résiste d'abord et puis tout à coup je me laisse aller, je cède, je jette mon sac sur le bord de la route et je me laisse tomber à côté de lui. Alors, ce jeu est un jeu qui semble prototypique. Le présent est un présent de tableau, si l'on veut. L'exemple est celui d'un marcheur qui permet de penser la question de la liberté. Est-ce que cet exemple montre les limites de ma liberté? Je serais vaincu par ma fatigue. Ou bien est-ce que cet arrêt demande, pour être compris, une analyse du projet fondamental du marcheur, projet dans lequel apparemment la marche n'entre pas? Et Sartre propose à ce point ce qu'il appelle une description théorique. Le terme est ici présent. Nous allons répondre à cette question par une description théorique. J'aurais pu faire autrement, mais à quel prix? Voilà la question. Nous allons répondre par une description théorique qui nous permettra de saisir le principe de notre thèse. Et cette description théorique, aux pages 532-533 de L'être et le néant, va faire intervenir un compagnon de route qui, lui, aime sa fatigue comme un moyen de s'approprier le monde. Et Sartre de le décrire longuement. Or, la description théorique annoncée devient tout à fait concrète et singulière. Voici ce qu'on lit. Si j'interroge en effet l'un de ses compagnons, il m'expliquera qu'il est fatigué, certes, mais qu'il aime sa fatigue. Il s'y abandonne comme à un bain. Elle lui paraît en quelque sorte l'instrument privilégié pour découvrir le monde qui l'entoure, pour s'adapter à la rudesse rocailleuse des chemins, pour découvrir la valeur montagneuse des pentes. De même, c'est cette insolation légère de sa nuque et ce léger bourdonnement d'oreilles qui lui permettront de réaliser un contact direct avec le soleil. Enfin, le sentiment de l'effort est pour lui celui de la fatigue vaincue. Mais comme sa fatigue n'est rien d'autre que la passion qu'il endure pour que la poussière des chemins, les brûlures du soleil, la rudesse des routes existent au maximum, son effort, c'est-à-dire cette familiarité douce avec une fatigue qu'il aime, à laquelle il s'abandonne et que pourtant il dirige, se donne comme une manière de s'approprier la montagne, de la souffrir jusqu'au bout et d'en être vainqueur. Bon, l'écriture, dans ces lignes de L'être et le néant, change. L'écriture change, c'est l'évidence. Il y a l'italique d'insistance, il aime sa fatigue, la comparaison, comme à un bain, la littération expressive, rudesse rocailleuse, les démonstratifs d'évocation, cette insolation légère de sa nuque, ce léger bourdonnement d'oreilles, qui sont d'ailleurs 2 décasyllabes, le chiasme des substantifs et des adjectifs, insolation légère, léger bourdonnement, le paradoxe final, un contact direct avec le soleil, le rythme qui s'accélère, une espèce d'emballement, le rythme devient volontiers ternaire, autant de signes de littérarité, et en même temps, autant de signes d'imaginarité. Sartre dit dans l'Idiot de la famille, et c'est une phrase profonde, toutes les phrases de la prose ont des vitesses, on passe à l'imaginaire dès qu'on se prête au mouvement. On passe à l'imaginaire dès qu'on se prête au mouvement. Autrement dit, quand le style s'emballe, cela semble toujours être le signe d'un passage à l'imaginaire. Nous semblons donc nous trouver parfaitement en face de cet appareil formel de la fiction dont parlait mon ami Gilles, d'autant plus que le début de cette description paraît reprendre les paroles mêmes du compagnon marcheur, ses explications sur son goût de la marche, et l'emploi du discours indirect, libre, est un des traits les plus communément reçus de la fictionnalité. Soit, mais posons une question naïve. Posons la question de François Georges. Qui est le néant? C'est-à-dire ici, qui est le marcheur? Qui est ce compagnon de route qui, lui, aime sa fatigue? Nul autre, à coup sûr, que Simone de Beauvoir. La preuve s'en trouve dans le Carnet 12, où, en février 1940,
Sartre se propose de dire comment on peut classer les gens d'après la nature de leur consentement à soi, et il précise comment le castor, quand nous faisons de la marche, consent à sa fatigue et s'y baigne, le même verbe, en sorte que cela devient un état agréable et désiré. Comment, au contraire, la même fatigue, mais désagréable. Notre page de L'être et néant développe ces lignes décarnées, dans le sens d'un petit hommage masqué à celle que Sartre, dans une lettre qui lui est adressée en 1938, nommait « Mon absurde petit globe-trotter », affecté d'une étrange manie, je cite encore, de manger les kilomètres. La métaphore de 1938, manger, anticipe sur l'analyse de 1943, selon laquelle manger des kilomètres est une conduite appropriative du monde. C'est un hommage à celle que Sartre, un jour, a rebaptisée « vieux chemin battu ». Ce portrait, donc, fonctionne comme une espèce d'anneau secret qui relie le philosophe au travail, Sartre pensant, à Beauvoir en marche. Ce portrait résume une situation récurrente. Sartre est, je cite, allergique à la chlorophylle. Il a envie de ne point bouger ou de s'arrêter, et Beauvoir a envie de marcher. Prenons par exemple la lettre du 3 avril 1939. Beauvoir s'adresse ainsi, non pas à Sartre, mais à son amant Jacques-Laurent Bost. « J'ai laissé Sartre travailler, selon les conventions que nous avons faites, et je me suis allé balader. » Tous deux sont en voyage en Avignon, mais Sartre... Bon. Le 12 avril, Sartre travaille toujours comme un dur, pendant que je me promène. Ouvrons maintenant la force de l'âge. En Grèce, à Mystra, en 1937, Sartre et Beauvoir sont en voyage. Beauvoir raconte, ému. « Nous eûmes une des 2 ou 3 mémorables disputes de notre vie. J'avais projeté de monter au Taïget. Ascension 9h30, descente 5h30, refuge, source. Sartre a dit non, catégoriquement. Il tenait à sa peau. » Lettre à Vanda du 26 août 1937. Vanda est la maîtresse de Sartre. Sartre évoque son séjour à Mystra. Il ne mentionne pas ce refus d'ascension caractérisé et coupable, mais il admet avoir exhalé sa mauvaise humeur contre le castor par saturation de ruines. On a envie de se demander quelles furent les autres disputes mémorables. Alors je peux apporter une réponse sur ce point capital. Un jour, au Maroc, au cimetière de Tétouan, Sartre refusa de mettre un chapeau de paille, malgré les instances du castor, et donc vraiment il y avait du soleil. La seule fois, dit-il, où Sartre fut sérieux de toute sa vie. Au printemps 1938, toujours le même refus caractérisé de déambulation chez Sartre, pourtant bon marcheur quand il le désirait. Au Pays Basque, écrit Beauvoir dans La force de l'âge, Sartre s'installait pour travailler pendant que je courais les collines des environs. Donc, qu'est-ce que c'est que la marche pour Simone de Beauvoir? Une façon de passer de la carte au territoire, de l'écrit à la vie. Jamais, écrira-t-elle, je ne me suis blasé sur le plaisir de voir un point, un trait inscrit sur une carte, 3 lignes imprimées dans un guide, qui se changeraient en pierre, en arbre, en ciel, en eau. Au rebours, qu'est-ce que c'est que cette page de L'être et néant que je suis en train de commenter? Une façon de faire rentrer Simone de Beauvoir dans les lignes, de la réinscrire du côté de la philosophie, fût-ce à titre d'exemple. Beauvoir raconte que Sartre un jour s'inquiéta de la voir devenir, dans la quiétude de leur bonheur, une femme d'intérieur. Et Sartre aurait pu dire aussi, de manière complémentaire, une femme d'extérieur, trop de jambes, pas assez de tête, 2 manières de ne plus penser et de ne pas écrire. Réappropriation donc de Beauvoir par Sartre et hommage. Hommage, pourquoi? Parce qu'il me semble important de noter que dans les textes philosophiques de Sartre, comme Geneviève Vic l'avait montré pour les textes romanesques, s'inscrit une pluralité de destinataires, parmi lesquels parfois un destinataire tout à fait privé. Le passage a ici une couleur autobiographique, pardon pour la métaphore, parce qu'il a pour destinataire privilégié cet être, le castor, qui est à la fois le dédicataire de l'être et le néant, au castor, l'objet de la description du philosophe, et le sujet le plus proche de l'auteur. Dans les lettres de Sartre à Beauvoir, constamment revient l'expression « nous ne faisons qu'un » ou bien « vous autres petits moi ». Cet hommage est un cadeau. Sartre fait à Beauvoir un triple cadeau dans ce passage de L'être et le néant. Le cadeau d'une coprésence magique. Elle est là grâce au démonstratif et au présent d'hypotypose, grâce au discours indirect libre qui fait deviner sa voix. Lui est là grâce à l'italique et aux guillemets qui impliquent sa propre voix,
et par le biais de son effort hostile. Cette coprésence dans l'écrit est une espèce de fabrication dans l'écriture d'une communauté à deux. Il y a aussi cadeau de la transfiguration de l'absurde petit globe-trotter en un parangon du marcheur, voire en un vainqueur solaire de la route, Simone de Beauvoir en Hercule paradoxal de la randonnée, qui triomphe en s'abandonnant à sa fatigue. Marcheur exemplaire qu'il faudrait peut-être rattacher à toute une tradition philosophique. Je rappelle ce mot de Louis-Sébastien Mercier dans son tableau de Paris. Il y a de l'esprit dans les voitures, mais le génie est à pied. Cadeau enfin du style littéraire déployé dans une page de philosophie. On connaît le mot attribué à Tolstoï. Tout Shakespeare ne vaut pas une paire de bottes. Sartre montre qu'on peut faire son petit Shakespeare philosophe à propos d'une paire d'espadrilles en marche, d'une marcheuse en espadrille. Dans l'idiolecte de Sartre et de Beauvoir, il existe un lien très fort entre l'écriture et la marche. Lorsque Sartre, dans une lettre à Beauvoir de mars 40, évoque, je cite, « Votre belle petite chaussure que je me réjouis de lire dans quelques jours », nous savons, grâce à une note de Beauvoir, qu'il s'agit d'un écrit. Chaussure, c'était le nom que nous donnions à nos écrits. Nous fabriquons de petites chaussures. Sartre, le petit cordonnier, Sartor en latin, et Beauvoir, la belle cordonnière, fabriquent des livres chaussures, des livres qui ne peuvent que bien marcher. Cette dénomination métaphorique, non contente d'être un gage magique de succès, lève la contradiction entre les bottes et les livres, puisque les livres sont eux-mêmes des espèces de bottes. Et elle nous fait comprendre l'homogénéité de la page de l'être et le néant que nous commentons. Le don de l'œuvre se fait dans la description d'une activité, la marche, qui elle-même implique la métaphore de l'œuvre, les chaussures. Et quant à Sartre lui-même, dans tout ce mouvement de pensée, que dit-il? Quel est son aveu voilé, masqué? On pourrait en distinguer 4 nuances, dès lors qu'on a décidé de lire le passage de manière autobiographique. D'abord, un aveu explicite et immédiat. On m'a trop fait marcher. Je ne tenais plus le coup. Je n'étais pas à la hauteur. Pour voir la lande, écrit Beauvoir, la lande de Bretagne, j'infligeais à Sartre 40 kilomètres de marche aux environs du monticule de Saint-Michel d'Arrée, que nous escaladâmes. Je la trouvais étriquée. Oui, 40 kilomètres de lande, étriquée. Évidemment, Sartre a déclaré forfait, et il n'est que plus louable de voir cet éloge qu'il fait de celle qui le martyrisait ainsi. Aveu explicite mais surprenant une page plus loin. On vient de voir le projet fondamental de ce marcheur. Et le jeu qui a jeté son sac. Quel est son projet à lui? Un peu plus loin, une page plus loin, il est dit « Mon projet à moi, mon projet est de faire sauver mon corps et ma présence dans le monde par les regards de l'autre. » Faire sauver mon corps et ma présence dans le monde par les regards de l'autre. On aurait plutôt attendu que soit avoué comme projet fondamental le désir d'embrasser, de comprendre le monde par l'esprit, ce qui définit pour Sartre la métaphysique. Mais le diptyque du marcheur qui ne marche pas et du marcheur qui marche et qui est une marcheuse, eh bien, ce diptyque conduit Sartre à un aveu. L'analyse contrastée des deux projets, celui de mon compagnon et le mien, implique que le sujet philosophique soit à la hauteur de l'authenticité avec laquelle il décrit le projet de l'autre, dise la vérité sur le projet fondamental de sa vie, tout en indiquant ce que l'autre représente pour lui. Et qu'est-ce qui est dit ici? C'est que le projet, c'est de vouloir être sauvé par les regards de l'autre, c'est-à-dire d'une certaine manière, vouloir être aimé par l'autre. Là encore, le rapport est évident avec les carnets d'un drôle de guerre, où Sartre analysait ses rapports avec les femmes, je cite, « Il me semblait, bien à tort, qu'un entourage de belles personnes me sauvait, c'est-à-dire me déchargeait du poids de ma laideur. » Et il ajoute, Sartre, « J'eusse voulu manger la beauté. » On peut donc vouloir, dans l'anthropologie sartrienne, soit manger des kilomètres, c'est-à-dire le monde, Simone de Beauvoir, soit manger la beauté, Sartre. Troisième nuance d'aveu, troisième forme implicite, pour le coup implicite de part en part, c'est en échange de mon style que l'autre me sauvera. C'est en échange de mon style que l'autre me sauvera. Je lui offre une page en style sorcier.
pour reprendre une formule de Beauvoir. Et ma sorcière bien-aimée me sauvera en me transfigurant par son regard. Le philosophe se fait bouche d'or, expression du carnet 12, pour être sauvé par sa marcheuse dorée et adorée. Valérie faisait de sa célèbre dormeuse un amas doré d'ombres et d'abandon, et Sartre fait de sa célèbre marcheuse un assaut abandonné de la route et du mont. Reste un dernier type d'aveu, implicite, mais littéral, c'est-à-dire inscrit dans le texte lui-même. Ma compagne est au fond un compagnon. Mon compagnon, lui, aime marcher. Bataille. La philosophie veut donner une redingote mathématique à ce qui est. Et moi, Bataille, je pense comme une fille enlève sa robe. Sartre. Quand je pense, je remets des pantalons à Simone de Beauvoir. Ma sorcière est un sorcier. Elle n'est ma compagne de vie que parce qu'elle est mon compagnon de pensée. Plus que ma compagne de lit, elle est mon compagnon de vie et de dit, de vivre et de dire. C'est le castor. Enfin, une femme qui n'a rien de visqueux. Rappelons que dans toutes les lettres au castor, il n'est qu'un emploi agrammatical du féminin avec castor. Ma chère petite castor, 25 mai 1940. Bon, en fait, c'est pas tout à fait défendable puisque Sartre dit souvent ma chère petite fleur, etc. Enfin bon, disons le castor quand même. Il y a une castorisation de Simone dont a parlé Serge Dubrovsky et aussi Alain Buzyn. Donc on a bien ici un passage où l'analyse théorique, sous des couleurs fictives, transpose un vécu autobiographique et on pourrait rencontrer exactement le même type de page dans le deuxième sexe. Je recommande à toutes les jeunes normaliennes une belle page sur les difficultés de l'intellectuel, E2LE, au féminin, avec le devenir objet qu'impliquerait la séduction dite féminine dans le deuxième sexe. Mais je voudrais dire que ce qui se dessine ici, c'est une espèce de philosophie de couple. Trois sens à cette expression de philosophie de couple. D'abord, une philosophie qui transpose une vie de couple. Les randonnées qu'aimait tant Beauvoir, qu'aimait moins Sartre. Une philosophie ensuite pour partie pensée à deux, ou plus sûrement éprouvée par Sartre sur Beauvoir, première auditrice, première lectrice. Là, on pourrait se rapporter aux analyses de Didier Anzieux dans Le corps de l'œuvre sur la fonction favorable pour l'écriture d'une espèce d'air transitionnel que le créateur organise ou trouve grâce à sa mère, sa sœur, son amant. Bon. Enfin, philosophie de couple, parce qu'il y a ici un système de dons et de contre-dons. Vous me donnez votre expérience, je vous donne en retour son élaboration et sa célébration. Ce que dit cet exemple dans l'être et néant, c'est « Certes, il arrive que nos chemins divergent, nous ne marchons pas toujours exactement du même pas. Avec Bost, vous êtes devenus amants lors d'une randonnée, c'est avec lui que ça marche sur le plan physique, mais au fond, nous demeurons sur la même route. Comme Beauvoir le dira en écrivant dans La force de l'âge, j'avais rencontré un compagnon de voyage qui marchait dans mes propres chemins, d'un pas plus assuré que le mien. C'est de vous et pour vous qu'en cette page j'écris. Cette analyse pour laquelle vous, Simone, m'avez offert votre exemple de marcheuse et votre aide de penseur, de lectrice, voici que je vous l'offre, mise nette, ou prise d'un effet de masquage minimal, le passage de ma compagne à mon compagnon. Voilà une opération réciproque qui construit, pour reprendre une phrase adressée au castor dans le Potomac de Cocteau, et qui n'est peut-être pas étrangère à l'invention du surnom de Castor, voilà une opération réciproque qui construit la maison inévitable de Sartre et Beauvoir. Et cette maison, on l'aura compris, est construite grâce au style. Pourquoi y a-t-il alors, la question devient celle-ci, pourquoi y a-t-il alors pour Sartre une nécessité de ces accès d'écriture, même en régime d'expression philosophique? Donc dans les 5 minutes qui me restent, quoique hier tous les orateurs ont parlé 1 heure, je le précise à l'intention de mon cher président, dans les 5 minutes... Oui, mais moi j'étais là, Donc dans les 5 minutes qui me restent, je vais résumer ma troisième partie. Troisième partie donc qui s'intitule « La nécessité de l'écriture en philosophie ». Bien sûr, Sartre est conscient que dans le principe, la philosophie ne prétend pas au style, que le philosophe doit se défier des prestiges du langage, mais il est aussi conscient du contraire, c'est-à-dire qu'il dit lui-même que même en philosophie, il lui arrive de laisser s'installer un régime d'expression littéraire
de jouer d'une certaine ambiguïté du signifiant. On trouvera tous ces textes en situation 9, situation 10. Quand on veut réfléchir alors sur ces passages où le style vient au premier plan, il me semble qu'on a trois manières possibles de faire. La première consiste à décrire un style phénoménologique. À vrai dire, je ne le ferai pas, car cela a déjà été fait par Nathalie Depraz à propos de Merleau-Ponty ou de Sartre, par exemple dans un livre intitulé Merleau-Ponty et le littéraire, qui est un colloque où elle analyse donc les figures de l'écriture phénoménologique, métaphores, torsions syntaxiques. Par exemple, l'emploi de exister avec un complément d'objet direct chez Sartre, exister son corps. Bon. Une deuxième approche serait une approche rhétorique, toute simple, qui consisterait à repérer des figures récurrentes. Par exemple, la cryptocitation. On n'a pas assez remarqué, me semble-t-il, que le pour soi dans l'être et le néant est valérien. Le pour soi est valérien. Comment est-ce que Sartre définit le pour soi? 172, c'est la nature même du pour soi que de devoir être un creux toujours futur. Bon, un creux toujours futur, Valéry, cimetière marin. Hein. Quelques pages plus loin, ce creux est désormais sans guillemets, alors que là, on avait des guillemets. Et il définit le présent, le creux de non-être indispensable à la forme synthétique de la temporalité. Donc, on a d'abord un souvenir de Valéry, qui est cité, mais sans que le mot de Valéry soit prononcé, alors qu'il est écrit 2 fois dans d'autres pages de l'être et le néant. Puis l'expression creux est naturalisée, intégrée au cours du texte philosophique. Bon. Donc, cryptocitation d'une part, rhétorique quasi mystique de l'autre, une rhétorique du paradoxe, de l'oxymore, du chiasme. Le pour soi a à être ce qu'il est, paradoxe, c'est-à-dire est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est, oxymore, chiasme. Bon. Donc, formule qui s'explicite, bien sûr, la non-coïncidence avec soi, la non-adhésion à soi. Merleau-Ponty, un jour, non sans méchanceté, disait d'ailleurs que cette idée de la non-coïncidence à soi devait beaucoup à Bergson. Mais en un autre sens, ces formules ne se glosent pas, elles se citent. On ne parle plus de Sartre, on parle comme Sartre. On n'est plus dans l'ordre du concept pur et du commentaire, mais le concept de pour soi n'est plus séparable de la formule du pour soi. Il y a une emprise de la formule sur le concept, qui donne du poids et du prix au concept. Enfin, la troisième et dernière manière de se rapporter à cette difficulté, pourquoi ces accès de style dans l'être et le néant, n'est plus descriptive, mais herméneutique. C'est vraiment une hypothèse. Mais en même temps, bon, une hypothèse qui fait signe vers des choses connues. Pourquoi cette présence du style dans un traité d'ontologie phénoménologique? La réponse tient en un mot, la laideur. Je rappelle que dans son analyse de la négation, Sartre distingue, page 223, entre la négation externe, du type la tasse n'est pas l'encrier, négation externe qui laisse chacun des êtres considérés intacts, et la négation interne du type, et c'est l'exemple même de Sartre, je ne suis pas beau. La négation ici, dit-il, me caractérise de l'intérieur. Qualité native qui expliquera aussi bien, donc la laideur, expliquera aussi bien ma mélancolie que mes insuccès mondains. Sartre dit qu'il n'est pas beau. Bon, très bien, le fait est triste, incontestable, mais à ce point, page 223, il n'intervient que comme substrat vécu d'un exemple de négation, et l'accent philosophique porte non pas sur la laideur ou la beauté, mais sur l'idée de négation. Oui, mais 20 pages plus loin, l'analyse revient sur la beauté. Il porte l'accent désormais sur la beauté. Qu'est-ce qui est dit alors? Que le pour soi est manque, hanté par le désir d'une fusion de ce qui manque, avec ce à quoi manque ce qui manque, hanté par le désir d'une fusion de l'en-soi et du pour soi, d'une fusion entre essence et existence, fusion irréalisée, fusion qui fonctionne comme un idéal, qui suppose un état idéal du monde, un état idéal du pour soi, idéal qu'on peut aussi, dit Sartre, nommer beauté. On est donc passé de « je ne suis pas beau » à « l'univers manque du beau », le pour soi manque du beau, le pour soi n'est pas beau. Je ne suis pas beau, le pour soi n'est pas beau. Alors, on a l'impression que Sartre, en vertu de cette méthode de pensée selon laquelle un homme est fait de tous les hommes,
lie les structures du pour-soi à même l'individu Sartre. Et il ajoute que l'homme ne peut réaliser le beau dans le monde que sur le mode imaginaire, en créant des objets imaginaires qui seront l'objet d'une intuition esthétique. Ce qui, dans le cas de ce type d'objet imaginaire qu'est l'être et le néant, signifie, à savoir un livre, un texte écrit, signifie que Sartre ne peut réaliser le beau dans le monde à travers l'être et le néant qu'à la condition d'un recours même intermittent au bel écrire dans l'être et le néant. Conclusion, si dans l'être et le néant affleure ici et là du style littéraire, c'est que Sartre voit dans ses apparitions fugaces une manière de faire apercevoir l'objet même qu'idéalement le pour-soi poursuit, à savoir la beauté, fusion de la forme et de la matière, de l'essence et de l'existence, de l'en-soi et du pour-soi. Le style ainsi revêtirait une fonction philosophique. Le style littéraire dans l'être et le néant, par éclat, laisse apercevoir ce dont manque le pour-soi et ce dont manque l'univers, qui est imparfait puisque contingent. Il fait deviner la valeur suprême, cet envers de la contingence qu'est la beauté. Pour le dire d'une formule, le style hante l'être et le néant, exactement comme le beau, toujours selon l'être et le néant, hante le monde. Et donc le style se trouve triplement nécessaire dans l'être et le néant, en tant qu'instrument de séduction pour les belles marcheuses ensoleillées, en tant que le beau est un exemple de fusion en soi pour soi, en tant que ceci et cela, et on pourrait ajouter même une dernière raison. Vous vous souvenez peut-être du mot de Barthes dans Sade, Fourier, Loyola. Lisant Fourier, il s'exclame, je ne sais pas, peut-être à propos de la distinction entre les copus, les cornards et les cornettes, ou bien à propos des passions papillonnantes. Lisant Fourier, Barthes s'exclame « La forme m'a eu ». La forme m'a eu. Je me suis fait avoir par la forme. N'y a-t-il pas des moments où seule la réussite stylistique, le bonheur d'expression fait preuve? Il y a des moments où, pour faire preuve, il faut s'en remettre plutôt au style qu'à la preuve. On songe d'ailleurs à un mot du peintre Braque, les preuves fatiguent la vérité. Les preuves fatiguent la vérité. Eh bien, il y a des moments où la vérité demanderait, pour apparaître, un peu plus que la preuve, une forme. Pour être en forme physique, non fatiguée, en belle apparence, la vérité demande la forme belle, et en Sartre, Spinoza alors appelle Stendhal à son secours. Bon, je pense que je vais sacrifier ma conclusion, sinon mon président va être fâché. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-François. Ça y est? Oui, voilà, tout va bien. Merci beaucoup, Jean-François. Je suis désolé que cette conclusion ait dû être sacrifiée. On va aussi sacrifier malheureusement un petit peu du temps des questions et les réduire à quelques minutes pour ne pas prendre trop de retard ce matin. Je cède donc la parole à qui souhaite la prendre immédiatement. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui, monsieur? Vous allez, voilà, attendre le micro et puis ce sera à vous. Oui, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans votre intervention. C'est que vous avez passé beaucoup de temps pour parler de Sartre et par rapport à la marche. Et en fait, il y a une dimension qui manque. C'est celle, je pense, pour aller rapidement, je pense à la longue marche de Mao. Et c'est tout. Alors, est-ce que tu rebondis sur ce rapprochement, Jean-François? Non. On en prend acte. C'est un petit peu dommage de ne pas rebondir quand même. Frédéric Worms. Alors, le micro est un peu loin, mais vous pouvez peut-être... Il arrive. Voilà. Juste deux petits rapprochements, c'est pas vraiment des questions. Il y a une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que c'est cette philosophie qu'on pourrait dire alimentaire. Disons
cosmophagique, quoi. Enfin, alors que, évidemment, le texte le plus critique contre la philosophie française, entre guillemets, celle de Brunswick, de Lalande, etc., qui est une idée fondamentale de Husserl, commence par « il la mangeait des yeux » et impute ça de manière absolument critique à la philosophie alimentaire de Brunswick, etc. Et donc, c'est comme si, au fond, il y avait un double jeu il la mangeait des yeux, c'est au fond peut-être justement ce qu'il fait, mais ce qu'il reproche à une certaine philosophie. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de critique d'une philosophie alimentaire contre une autre? Est-ce qu'on ne pourrait pas distinguer deux manières de manger des yeux? Bon. C'est une toute petite suggestion. Hein. L'autre suggestion, c'est aussi sur la marche. Il y a une autre scène typique dans L'être et le néant, il me semble, c'est quand il attend le bus ou quand il est dans le métro pour décrire l'être ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas alors une sorte d'idée aussi du transport en commun? Enfin, ce serait un peu ma question, c'est-à-dire une philosophie aussi du partage, effectivement, du monde par donc effectivement des marches, alors pas peut-être des longues marches, mais des marches partagées, en effet, des randonnées collectives. Bon, il y aurait beaucoup d'autres, hein, c'était un exposé magnifique, merci. Oui, il y a aussi une question sur l'autobiographie, parce que pourquoi l'autobiographie devient-elle concept à un moment? Enfin, il y a aussi le passage inverse à interroger. Il y a une très belle phrase de Gouillet qui dit toute philosophie sérieuse a une dimension autobiographique. Ouais. Peut-être, oui, je trouve que c'est une très belle phrase sur toute philosophie sérieuse a une dimension autobiographique. Et c'est évidemment des grands biographes de philosophes, hein, Auguste Comte, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire l'inverse? Toute vie sérieuse a une dimension philosophique. Hein. Ça, c'est des suggestions, c'est pas vraiment des questions. Oui, merci. Voilà, je crois qu'il y avait d'autres commentaires ou une question de la part de messieurs. Je vous en prie. Oui, juste un détail qui n'est pas à la hauteur de l'envergure que vous avez donnée au sujet. C'est à propos de la fatigue, justement, l'excursion, la marche. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a reprise, et puis réélaboration, de Lévinas à ce moment-là, déjà, à propos de la fatigue? Je ne sais pas exactement. Je dois dire que je n'ai pas en tête les... Puisque Sartre fait crédit à Lévinas, lui avoir ouvert la voie de l'ontologie phénoménologique, etc. Ah oui, de l'existence à l'existence. Voilà, je crois que monsieur, vous souhaitiez intervenir. Oui, je pensais que, en vous entendant, que peut-être dans l'être et le néant, avant même d'essayer de figurer, d'assigner une figure, autrement dit, au néant d'être ou pour soi, en disant que c'est le père absent, etc. Bon, on peut peut-être faire ça. Ça recouperait beaucoup de textes aussi de Sartre. Mais avant même d'être dans cette figuration, il me semble que, avant tout, le néant d'être, c'est-à-dire le néant, il appelle néant d'être, c'est-à-dire ce qui se rapporte littéralement à l'être plein, massif, inerte, pleine coïncidence de soi à soi, sans faille, c'est-à-dire à l'être de la chose phénoménale, qui est comme un modèle de la mort chez Sartre. Hein. Quand Sartre dit, par exemple, Freud n'a rien inventé, le complexe d'Édipe est chez Platon, on pourrait dire que lui-même, à partir de 1920, sur la découverte de la pulsion de mort, il y a une composante de la pulsion de mort chez Freud, où la pulsion de mort est l'aspiration, justement, à la mort, à l'inanimé, à l'inerte, ou pratico-inerte, comme dira la critique de la raison dialectique. De sorte qu'il me semble que avant de figurer le pour soi par une figure, autrement dit familiale, il me semble que c'est plutôt une certaine relève du mouvement qui possédait Roquentin, littéralement oui, qui possédait Roquentin dans la nausée. Parce que dans la nausée, l'existence ne se définit pas comme dans l'être et le néant par la vie, par une affirmation de vie
et une résistance à la mort, la nausée, dans la nausée, il y a un mouvement de l'existence où il dit que l'existence est un fléchissement, un effondrement, c'est-à-dire comme une fatigue, effectivement, comme un épuisement, c'est-à-dire un mouvement mortel, un mouvement qui va vers la mort, justement. Hein. Et on pourrait reprendre tous les textes là de Nietzsche sur le rapport de la fatigue des décadents à l'épuisement ou à la dégénérescence. Et ce mouvement qui va vers la mort, il me semble que dans l'être et le néant, il en opère la relève. C'est-à-dire qu'il répète un geste philosophique bien connu, qui est justement la relève d'un certain négatif. Et cette relève d'un certain négatif, c'est une vie qu'il définira lui-même comme un sens immanent. C'est-à-dire à la fois présence à soi et proximité au corps propre. Et même, on pourrait dire que chez Sartre, c'est pas simplement proximité au corps propre, c'est proximité au propre du corps propre. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites rebondir, Jean-François? Non, c'est très intéressant ce que vous dites, en particulier sur la détermination de l'existence comme fatigue et fléchissement dans la nausée. Oui, mais en même temps, alors vous rapprochez ça positivement finalement de la description que Nietzsche donne de la décadence, de la dégénérescence, mais en même temps, cette fatigue et ce fléchissement de l'existence sont anti-nietzschéennes, c'est-à-dire dans la nausée, c'est assez clairement conçu en opposition à la volonté de puissance. Des imbéciles viennent vous parler de volonté de puissance, c'est le texte de la nausée. Ouais. Donc il y a une relation ambivalente à Nietzsche, là, me semble-t-il. Mais oui, c'est probablement... il y aurait un lien, en effet, à établir entre cette fatigue du marcheur qui abandonne son sac et puis la fatigue face à l'existence dans la nausée.